La Chine est-elle encore un partenaire pour les Occidentaux? Il y a les sourires, on le sait, les poignées de main, les discussions au G20, on l'a vu il y a encore quelques jours, et puis il y a les actes. Le New York Times révèle que l'espionnage chinois aux États-Unis s'est encore renforcé. C'est bien plus vaste que ce que l'administration Biden avait identifié. Les appels téléphoniques de millions d'Américains ont été écoutés, des centaines de milliers de SMS ont été lus, et ça va très loin. Axel Monnier, notre correspondant à Washington, nous attend. Bonjour Axel. Apparemment, ça concernerait aussi le président élu Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. Effectivement, c'est plus qu'une inquiétude, c'est une réalité depuis maintenant de nombreuses années. Alors, il y a eu l'affaire dont on avait beaucoup parlé des ballons chinois qui volaient dans le ciel états-unien et qui avaient été abattus par l'armée américaine. Rien que ces dernières semaines, de très nombreuses affaires. Il y a effectivement le piratage du géant de la télécommunication T-Mobile, à travers lequel les Chinois essayaient d'espionner des centaines d'employés fédéraux. Et le mois dernier encore, le FBI a arrêté une opération de piratage chinoise qui visait 200 000 appareils électroniques à travers le territoire, ici, à une très très grande échelle. Et plus récemment, effectivement, la politique, puisque Donald Trump, son colistier d'alors, J.D. Vance, mais aussi la candidate démocrate Kamala Harris, tous les trois ont vu leur smartphone être piraté par la Chine. Bref, le FBI est en alerte en permanence. Une équipe dédiée travaille sur ces questions et plusieurs agences sont en train de mettre en place de nouveaux systèmes de défense cyber pour essayer de protéger, de sécuriser notamment le travail du gouvernement fédéral. Mais c'est une opération très large, d'autant plus que la Chine bénéficie de moyens techniques, technologiques et humains considérables. Il faut quand même noter en même temps que la Chine nie toute implication sur ces très très nombreuses affaires d'espionnage qui effectivement font l'actualité ici depuis de nombreuses semaines. Ah oui, ça fait la une aux États-Unis. Donc merci beaucoup Axel d'avoir été en direct avec nous cet après-midi dans le club. Le décryptage maintenant de Françoise Thom, historienne en monde soviétique, Vincent Crouzet, expert en renseignement et écrivain, Michel Derzhansky, spécialiste des questions internationales, enseignant à l'ESJ Lille. On rappelle votre livre, Comprendre les fractures du monde contemporain, et Gallagher Fenwick, grand reporter et spécialiste des questions internationales. Merci à tous les quatre d'être autour de la table. Peut-être Vincent, expert en renseignement, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer. Il y a quand même un sénateur de Virginie, donc aux États-Unis, qui dit qu'il s'agit de loin du piratage de télécommunications le plus grave de notre histoire. La Chine est certainement la grande puissance qui a fait le plus de progrès en matière de télécommunications au cours de ces 20 dernières années, et donc effectivement elle utilise son savoir-faire en la matière. Les Chinois ont besoin d'anticiper ce qui va se passer dans les 20 prochains, enfin dans les 40 prochains jours, nous aussi d'ailleurs, ce serait bien. Et je pense qu'elle imprime un effort considérable en matière de recueil de renseignements à Washington et aux États-Unis en général, autour de l'équipe Trump bien entendu, parce que tout le monde est un petit peu dans le bleu, pour employer cette expression, tant en Europe qu'en Chine ou en Russie, concernant les conditions, les premières décisions qui seront prises par l'administration Trump, qui inquiètent un peu tout le monde, et je pense que les Chinois veulent anticiper un certain nombre de décisions. D'accord, c'est juste pour anticiper, parce que jusqu'ici on avait l'habitude de l'espionnage industriel des Chinois. On se souvient de l'affaire des F-35, le fameux avion de chasse des États-Unis qui avait été retardé parce que les plans avaient été volés par les Chinois. Ça, on en avait un peu l'habitude. Que des millions d'Américains, dont des responsables, soient mis sur écoute comme ça, pas vraiment. Est-ce que vous voyez la même chose? C'est pour anticiper les choses de l'ère Trump? En fait, la lecture qui en est faite par le sénateur Warner, donc, qui est le président de cette commission sur le renseignement au Sénat, moi, ce que j'entends dans ce moment, c'est quand même un phénomène d'humiliation pour les Américains, parce qu'il décrit là cette métaphore d'une grange avec des portes grandes ouvertes et des intrus qui se baladent littéralement à l'intérieur. Et il y a un mode d'insertion qui met en lumière des failles béantes et qui n'ont toujours pas été résolues à ce stade. Et c'est pour ça qu'il tire la sonnette d'alarme et qu'il rend ces informations publiques, parce que, dit-il, les Américains ont besoin et ont le droit de savoir. C'est notamment l'insertion via des méthodes gouvernementales qui sont connues de tout le monde, qui permettent de surveiller les conversations, et donc ils se sont glissés en fait derrière le gouvernement, et ils utilisent ces mêmes systèmes donc pour écouter. Ils écoutent qui? Ils écoutent des politiques, ils écoutent des membres du Conseil national de sécurité, des VIP, des gens très importants, et peut-être de banals citoyens également.
Après, il faut comprendre qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire, donc de l'écoute en temps réel, de la géolocalisation approximative du point d'émission et de réception des appels, mais ils ne peuvent pas retourner derrière et récupérer des fichiers. Donc, on n'est pas certain de ce sur quoi ils aient pu mettre la main, de l'utilisation qui pourrait en être faite. Alors, évidemment, le haut de l'affiche, c'est cette information qu'ils auraient, j'emploie le conditionnel parce qu'on n'est pas certain, et par on, j'entends les autorités américaines, du fait qu'ils aient effectivement pu écouter Donald Trump et J.D. Vance. Mais cette possibilité, déjà, elle est soulignée. Et donc, le sénateur Warner, encore une fois, appelle à faire en sorte que des méthodes de sécurisation soient rapidement mises en place, et notamment chez les 3 plus grands opérateurs américains, T-Mobile, Verizon et AT&T, parce que justement, c'est un peu chaotique. Les États-Unis, c'est quand même une économie ultra-libérale, il y a beaucoup de dérégulation, et c'est très difficile justement de sécuriser tout ça, parce que ça nécessite une intervention d'une institution ONU, à savoir le gouvernement fédéral, avec des régulations qui vont forcément faire grincer des dents. Il faut juste rappeler aussi un précédent qui était franchement là aussi très humiliant pour l'administration Biden. La première année de son mandat, rappelez-vous, et ça venait plutôt du côté de hackers qui étaient soutenus par la Russie, donc pas russes, mais soutenus par la Russie. C'était, j'allais dire, le kidnapping, le gel du pipeline Colonial, donc qui traverse l'est des États-Unis, qui avait entraîné des pénuries d'essence, et les types qui demandaient une immense rançon que le gouvernement américain avait fini par payer pour pouvoir récupérer la liberté d'utilisation du pipeline, mais on sentait qu'il y avait derrière cela quelque chose de plus politique, et c'était encore une fois une manière de un peu mettre une claque au service de sécurité américain. Et c'est ce qu'on voit encore à l'œuvre. François Storm, vous voyez par exemple les Chinois peut-être récolter des informations et les donner ou les vendre aux Russes, ce serait possible ? J'avoue que je l'ignore totalement, mais c'est une hypothèse qu'on peut avoir en tout cas. Ils seraient capables de faire ça, les Russes, parce qu'on le disait, ce sont les Chinois qui... non, Vincent Crouzet, il n'est vraiment pas d'accord, parce qu'il y a une technologie chinoise qui le permet. Les Russes ont une toute autre technique. Ils auraient la volonté d'espionner aussi les dirigeants américains ? Certainement. Je pense qu'ils ne s'en privent pas à leur manière. Et ça se fait de part et d'autre. Est-ce que nous, on verrait nos services de renseignement capables d'essayer d'espionner Xi Jinping, par exemple ? Oui, c'est tout à fait possible. Ça rappelle aussi le programme Pegasus israélien qui écoutait notamment la téléphonie des membres du gouvernement français, y compris du président de la République, il y a 3-4 ans. Non, là, j'étais plus sceptique en revanche sur le partage d'informations entre la Chine et la Russie, parce que quand vous obtenez des informations très précises concernant un futur président des États-Unis, vous ne les partagez pas avec vos partenaires, vous les conservez, parce que ça vous donne quand même un rapport de force considérable à faire peser ensuite sur la scène internationale. Mais est-ce que c'est pas peut-être le seul moyen d'essayer de... Je ne sais pas si on peut dire maîtriser, mais ce genre de leader comme Xi Jinping, comme Vladimir Poutine. Je ne sais pas si vous avez lu l'interview du patron de la DGSE cette semaine dans Le Point. Il en parle à un moment donné. Il le dit, à la brutalité des rapports internationaux s'est ajouté un nouvel élément, la personnalisation de la prise de décision en Russie, en Chine, en Iran, même parmi nos démocraties occidentales. Cela rend notre travail plus complexe, donc le travail de renseignement, car le cercle des décideurs est plus restreint. Autre phénomène, l'accélération d'une tempo de la prise de décision. Tout ça est dans les mains d'un seul homme. Donc pour travailler, il faut savoir ce que lui, il a l'intention de faire. Ah oui, tout à fait. Mais moi, je crois que la question la plus sérieuse, c'est celle qu'a soulevée Gallagher, c'est-à-dire que le fait que, effectivement, comme l'a dit ce sénateur, la grange soit ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, à un moment donné, l'État fédéral qui soit capable de garantir une sécurité vis-à-vis des différents opérateurs exerçant aux États-Unis, parce que chacun a son précaré. Et je crois que là, ça répond aussi à une... Enfin, ça répond pas, mais ça soulève une nouvelle interrogation vis-à-vis de la future administration Trump, qui veut revisiter le FBI, qui veut libéraliser encore plus ce genre de choses, qui veut dire que s'il ouvre la porte à la grange, alors là, on va vers... vous voyez ce que je veux dire ? Donc, un désordre encore plus organique. Et je pense que là, ça va poser un problème à Trump aujourd'hui, parce que je pense qu'il en est conscient de ce genre de choses, et qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'il va revisiter sa politique sécuritaire en se disant,
je vais peut-être pas faire tout de suite ce que je voulais faire parce que là, ça va s'aggraver. Voilà. Alors, il va peut-être taper du poing sur la table, faire un certain nombre de choses en termes de communication, mais je serais curieux de voir en termes d'efficience ce qu'il sera capable de faire en termes de garantie d'État pour tout l'étendue des États-Unis, et peut-être que tout compte fait avec son ami Elon Musk, il va peut-être aller vers une forme de régularisation, parce qu'il va se dire que là, c'est intenable. Surtout que ce type de données, au-delà des données politiques, sont des données commerciales. Et la guerre qu'il y a entre la Chine et les États-Unis est avant tout une guerre commerciale. Et on sait que Trump va renforcer cette guerre commerciale. C'est-à-dire ce que redoutent les Chinois aujourd'hui. C'est aussi, donc je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un prélude, une pierre de plus dans le jardin de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Parce que si la Chine affirme, elle, de son côté, qu'elle continuera une guerre commerciale avec les États-Unis et réciproquement, ni l'un ni l'autre n'ont envie d'aller à la confrontation. Il suffit de revoir la façon dont le livre de Graham Allison, Le piège de Thucydide, a été accueilli en Chine, décrypté, lu par les états-majors chinois, etc. Et à un moment donné, ils sont arrivés à une conclusion, surtout pas de confrontation militaire à ce jour. Donc confrontation commerciale, oui. Et là, on y est. En fin de compte, ils utilisent les failles existantes sur le territoire américain. Pour avoir un coup la d'avance. question, c'est quelle réponse efficiente va devoir apporter l'administration de Trump, et est-ce qu'elle sera capable de le faire? Un peu bloqué, effectivement, là. Je pense qu'il y a une autre dimension aussi, elle est d'ordre psychologique, parce que ce qu'on apprend, c'est qu'il y a environ 150 personnes qui ont été notifiées par le FBI, pas parce qu'elles ont été identifiées. Ils ont identifié le fait que potentiellement des millions d'Américains soient concernés. Et pourquoi je parle d'une dimension psychologique? Parce que en réalité, quand on évoque la bataille commerciale et technologique concernant le F-35 ou les microprocesseurs, vous n'avez pas des millions d'Américains qui ont ce genre d'informations, qui sont en train de se parler de la manière de construire un F-35 ou la technologie des microprocesseurs, etc. En revanche, il y a une dimension de violation de votre intimité, un peu comme quand vous vous faites cambrioler. C'est-à-dire qu'il y a deux questions. Il y a à la fois qu'est-ce qu'ils m'ont pris, et surtout où est-ce qu'ils sont allés chez moi, en fait. Et donc il y a cette idée de mince, moi je passe des coups de fil, vous pouvez parler de n'importe quoi, chose banale, votre intimité ou quoi que ce soit. Est-ce qu'ils m'ont écouté, premièrement? Deuxièmement, s'ils m'ont écouté, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce qu'ils ont pu éventuellement recueillir. Donc il y a cet aspect-là qui, à mon sens, est non négligeable, et ça renvoie à l'épisode des ballons dont on a parlé. Pourquoi les Chinois font circuler des ballons au-dessus du territoire américain? Alors il y a effectivement toute une paranoïa autour de ils ont pu voir les silos liés à des enjeux stratégiques aux États-Unis. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un défi lancé aux États-Unis qui est de dire on vous écoute, on écoute vos citoyens, on fait survoler des ballons de surveillance au-dessus de votre territoire parce qu'on n'a pas peur. Les Américains font exactement la même chose, sauf que les Américains, ils n'ont pas l'habitude qu'on vienne faire ça au-dessus de chez eux. Dernière chose qu'il faut comprendre avec l'épisode des ballons, et j'en termine par là. Quand les Américains ont vu ces ballons, c'est la toute première fois qu'ils ont pu voir très concrètement se manifester au-dessus de leur tête, dans leurs cieux, la menace chinoise. On leur parle tout le temps de la diversité avec les Chinois, mais c'est quelque chose de complètement abstrait. C'est qui les Chinois? C'est quoi la menace chinoise? Et là, ils voyaient les ballons. Et ça a piqué du côté des États-Unis. Et rappelez-vous que, en l'occurrence, ce sujet à la Chine, entre Donald Trump et Elon Musk, il est loin entre ces deux-là de faire consensus. Non, c'est peut-être l'un des points qui pourrait faire exploser le duo. Potentiellement. On peut la qualifier comment, la Chine? C'est un partenaire ou pas? Parce qu'avec ces méthodes-là, on est un partenaire agressif. Droit de se demander. Non, mais c'est un partenaire agressif. Enfin, un partenaire pour qui? Pour la Russie ou pour nous? Là, on parle. Ah non, pas pour la Russie, mais pour les Occidentaux. C'est un partenaire agressif, donc il faut s'en méfier, bien entendu. On sait que la Chine utilise un certain nombre de véhicules commerciaux, en fait, à des fins d'espionnage et à des fins d'influence. Ça, on le sait. Et par exemple, là, pardon de vous couper, mais à nous, ça nous a un petit peu interpellé quand même qu'un navire chinois soit suspecté de sabotage de 2 câbles en mer Baltique. Oui, alors cette histoire est absolument stupéfiante. Parce que d'abord, la mer Baltique, ce n'est pas le territoire de jeu maritime des Chinois. On sait de toute manière que l'espionnage à travers les flottes commerciales et océanographiques est
généralisée par toutes les grandes puissances. Nous avons eu le plus grand navire espion, qui était la Calypso pendant des années, qui nous permettait d'espionner, parce qu'on avait du matériel à bord très perfectionné. En revanche, là, les Chinois ne se livrent pas à des activités d'espionnage, mais à des activités de sabotage, voilà. À des activités d'entrave. En allant s'amuser à sectionner donc, des câbles de télécommunications. En fait, on se rend compte quand même que c'est une affaire de vrais faux drapeaux, dans la mesure où apparemment le commandement de ce navire serait russe, le capitaine serait russe, le second serait russe. Donc en fait, on est dans une situation absolument incroyable avec ce navire chinois qui est bloqué dans le détroit, enfin dans le passage de Kattegat, qui est assez étroit entre la Suède et le Danemark. Maintenant, il faudra aller voir ce qu'il y a à bord. Est-ce qu'il y a un robot sous-marin avec des pinces électroniques permettant de travailler en profondeur? Est-ce qu'il y a des nageurs de combat à bord? Il faudrait en fait que les Danois aient l'autorisation, ou prennent l'autorisation en fait de se rendre sur ce navire, de l'inspecter et d'inspecter tout le personnel.